Dans la catégorie « J'aime ça les recevoir », elles sont super sympathiques, puis c'est un sujet, oui, qui me touche à cœur. C'est notre deuxième chronique avec l'AFMRC, qui est l'Association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière. On est toujours avec Roxane et Nancy. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ça va bien, vous autres? Oui, toi? Yes! Hey, lors de la première semaine, on s'est jasé, on s'est ouvert ensemble, spécialement concernant ce que peuvent vivre les parents, les jeunes, dans des situations de conflit de loyauté. Oui. On s'en est parlé, on a pu justement mettre de l'avant le sujet. Ouais. Aujourd'hui, on va continuer un peu dans la même gaine, mais on va y aller avec un conflit de séparation. Donc, on va mettre de l'avant justement les conflits de séparation. Qu'est-ce qui peut les causer, j'imagine? Quels sont les impacts pour la famille, pour le jeune? Donc, où est-ce qu'on commence aujourd'hui concernant le conflit de séparation, mesdames? Le conflit de séparation, dans le fond, c'est les deux parents que la dynamique est très, très, très conflictuelle. Okay. Puis quand on parle du conflit de séparation, on va parler que c'est pas la première année que, oui, c'est normal, le niveau de tension, il est quand même élevé. C'est que ça va faire 5 ans, 6 ans et plus que les parents sont séparés, puis ça s'améliore pas. Là. C'est de plus en plus pire. OK. Donc, si je comprends bien, ce sera pas, bon, dès qu'une séparation arrive, ça, c'est normal qu'il y ait un conflit de séparation, spécialement lors des premiers temps. Il faut péter l'abcès. Des fois, il y a des situations, c'est moins évident, c'est normal. Mais si après ça, lors de la progression et le vieillissement de l'enfant, c'est pas le bon terme, là. Vous avez compris, là? On comprend. Mais si ça perdure, c'est là qu'on s'aide un peu. Là. On est vraiment dans une situation de conflit de séparation. Oui, c'est ça. C'est vraiment la durée, l'intensité des conflits qui vont venir qu'on définit ça comme un conflit de séparation sévère, par exemple. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se rend compte qu'on est devant une situation de conflit de séparation? À ce moment-là, c'est sûr que nous, c'est sur une base volontaire, mais on accueille les deux parents ensemble. On peut travailler sur leur coparentalité, par exemple. Sinon, on peut les prendre aussi de façon individuelle aussi pour prendre le temps un peu de justement regarder c'est quoi leur frustration, qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas capables de s'entendre, de quelle façon communiquer, ils communiquent ensemble, puis comment on peut travailler leur communication aussi. Mm-hmm. Donc, on va essayer vraiment de travailler là, avec les deux parents de cette façon-là, ensemble ou individuellement, parce que des fois, ensemble, c'est pas possible, malheureusement. Là, on comprend, oui, que des fois, la communication est un peu moins évidente. Est-ce que vous auriez des exemples, là, je parle pas de personnes concrètes, mais tu sais, des exemples qu'on se ramasse, puis là, il y a des parents qui sont en conflit, justement, de séparation, sont plus capables de jaser. Tu sais, des exemples concrets. Oui, tu peux y aller. Dans le fond, on va voir des parents que ça va faire des fois 3-4 fois qu'ils vont en cours. Il y a eu des ordonnances du tribunal. Puis là, la cour va comme demander une démarche de coparentalité. Ça fait qu'à ce moment-là, oui, ils sont comme obligés de venir nous voir, mais au niveau de tout le partage des tâches, de prendre le temps d'avoir un intervenant neutre pour parler de ces thèmes-là, c'est ça qui fait qu'ils vont ils vont arriver à quelque chose, là. Dire, mettre au-delà. Puis, je te dirais, la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est de prendre la photo de l'enfant pendant l'échange, puis de la mettre au centre des discussions, l'enfant ou les enfants. Donc, même si l'enfant n'est pas là, il reste toujours au centre des discussions. Exactement. Puis j'imagine qu'avec l'enfant qui est en face, même s'il n'est pas là pour recevoir, le parent va pas se comporter de la même façon, parce que c'est comme s'il était en présence aussi de son enfant, là, versus juste, j'étais avec mon ex, on veut s'arracher la tête. C'est ça. C'est ça. Cool, parfait. Dans vos situations, justement, vous autres que vous faites des interventions, est-ce que vous auriez des exemples mais de trucs, d'outils que vous finissez par apporter aux parents? Là, on vient de parler un peu plus des situations, mais côté outils. Comme outil, des fois, au niveau de la communication, on va leur dire, par exemple, avant d'envoyer ton message à ton coparent, aux parents de ton enfant, imagine que ton enfant peut lire ce message-là. Parce que les enfants, on s'entend, sont quand même très, très débrouillards, sont capables là, de faire en sorte d'aller voir les messages, tout ça. Fait qu'on dit toujours de s'imaginer que l'enfant peut le lire comme ça. Des fois, ça fait qu'on peut apaiser un peu nos mots, s'en tenir aux faits, éviter les émotions hostiles, les attaques intensités. Personnelles, peut-être. Exactement, le dénigrement, tout ça. Puis au-delà de garçon ou petite fille finit par voir puis rentrer dans le téléphone de maman, papa, j'imagine que souvent, ces enfants-là, puis on en parlait lors de la première chronique ensemble, finissent par être, oui, l'éponge, mais aussi l'eau-parleur du parent. Donc, même si c'est pas textuel puis que le jeune le voit pas, regarde ce que papa, il vient de m'écrire encore une fois, tatati tatata, on change 2-3 petits mots. Ouais. Finalement, on revient à une problématique similaire aussi de notre conflit de loyauté. Exactement. Souvent, quand les deux parents sont en conflit de séparation, l'enfant, automatiquement, est placé en conflit de loyauté, parce qu'automatiquement, il est coincé entre les deux. Là.
Totalement. Concernant le conflit de séparation, j'aimerais vous laisser encore un peu plus la parole pour qu'on aille plus loin. J'irai avec toi, Roxane. Oui. Au niveau d'autres outils qu'on peut donner aussi, ça peut être, par exemple, on va dire aux parents d'attendre des fois 24 heures avant de répondre. T'sais, on n'est pas obligé toujours de répondre sur le coup de l'émotion ou on peut se laisser le temps de décanter, prendre le temps de réfléchir vraiment à comment on va parler, tout ça, parce que je vous dirais que dans un conflit de séparation, c'est vraiment la communication qui est primordiale dans le sens où tout ce qu'on va dire, toutes les attaques qu'on va dire, c'est ça qui va faire en sorte que ça va déclencher souvent une escalade ou ce que ça comme un conflit sans fin qui fait en sorte qu'on va jamais être capable de s'entendre. Donc, c'est vrai parce qu'on ne vit plus ensemble nécessairement au quotidien, fait que ce sera pas un agissement qui va venir créer une explosion, une bombe, ça va être tout par la communication. C'est de là que, justement, ça devient vraiment important. Puis quand on n'est pas capable de le faire, aller chercher des ressources. Oui, c'est ça. Puis on va venir leur présenter tous les moyens de communication qui existent. T'sais. Des fois, les textos, les messengers, justement, c'est très spontané. Fait que des fois, c'est peut-être pas le meilleur moyen de communiquer si c'est très, très tendu. T'sais, on peut peut-être préférer utiliser le courriel, des fois, qui est moins spontané, moins instantané que les textos Messenger, par exemple. On va venir prendre le temps de tout démystifier ça avec eux pour vraiment trouver la bonne façon pour eux parce que c'est vraiment du cas par cas. T'sais. Chaque situation est différente. Fait que... Je veux pas trop m'amuser, puis vous savez que c'est un sujet que je trouve très important, mais j'ai quasiment envie de dire que d'ici les prochaines années, lorsqu'un parent va être trop fâché, il va devoir prendre son texte puis le passer dans ChatGPT, puis dire « Rends-moi moins fâché, rends-moi un peu plus poli, s'il te plaît, avant de faire le send. » Le contrôle parental va s'en aller aux parents. Littéralement. Littéralement, c'est vrai, ça. Ouais. Le mot de la fin, peut-être, Nancy, si on a un petit quelque chose à rajouter aujourd'hui? C'est pas, puis oui, on parle des parents, mais ça peut être d'autres ressources qui vont comme aider à faciliter la communication parce qu'il y en a, ils seront pas capables de finalement arriver. Fait que de pas hésiter à utiliser des tierces personnes quand on dit oui, il va y avoir une ordonnance du tribunal, mais ça peut être justement la maison de la famille qui font les visites supervisées, les échanges. Fait que nous, on va travailler vraiment plus la coparentalité, qui ait plus d'impact sur les enfants, mais il existe encore plusieurs ressources, puis il faut aller vers ça pour que l'enfant n'ait pas d'impact sur lui. AFMRC, un acronyme à retenir. Vous irez voir, en fait, vous pouvez les suivre sur Facebook. Sinon, bien sûr, on a la page web pour tous les numéros de téléphone, ressources. Si on veut vous appeler, vous contacter, si on se sent justement interpellé dans une situation similaire ou l'un des exemples qu'on vient de vous donner, on peut vous rejoindre au 418-227-8041. Merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine? Oui. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Et en passant, en terminant comme ça, je vous relance la POC, la gang. Si vous avez des questions concernant la FMRC pour Roxane et Nancy, lors de notre prochaine chronique, on parle de recomposition. Lorsqu'on parle de recomposition, est-ce que vous auriez j'en profite, vous êtes encore là, un ou deux exemples pour que si jamais on a des auditeurs qui ont des questions, on parlait de quoi exactement? Bon, on va parler justement quand on se recompose, on cohabite tous ensemble, c'est quoi les défis, les enjeux qu'on peut faire face? Une famille recomposée. Oui, c'est ça. Donc, on mélange tout plein de monde ensemble. Qu'est-ce que ça peut faire justement dans l'espace qu'on partage, la dynamique, l'harmonie, les conflits, les règles, la discipline. Donc, le rôle du beau-parent, fait que ça peut engendrer plusieurs défis. Hey, c'est cool, ça aussi, le rôle du beau-parent à travers tout ça, puis la fameuse cohabitation, la nouvelle famille. Exactement. Donc, si tu as une question pour ça, là, c'est mardi prochain, même heure, même poste, le 6 mai, qu'on va jaser avec la FMRC. Fait que envoie-nous tes questions comme ça va être, on s'entend, anonyme, là, je te donnerai pas ton nom, mais si tu as des questions concernant justement la coparentalité et tout, ça se passe la semaine prochaine. On parle de recomposition. Merci, mesdames. Merci, bye. Cette chronique est une présentation de l'AFMRC, l'Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière. Leur mission est de soutenir et outiller toute personne vivant des enjeux reliés à la séparation et la recomposition, et ce, de façon personnalisée, avec une équipe qualifiée qui s'adapte à leurs besoins. Découvre comment l'AFMRC peut t'aider au quotidien dans la prochaine chronique.